L'hiver, ici comme partout, c'est le froid. Mais un froid tel qu'il est difficile de s'en faire une idée, si l'on ne peut que lui comparer le froid de nos régions tempérées. Le thermomètre descend à 40 degrés au-dessous de zéro. Des vents impétueux augmentent l'âpreté de l'air. Alors, une poussière de neige impalpable est suspendue dans l'atmosphère. Elle pénètre partout, traverse les vêtements le plus épais, tout se congèle, la laine même, pendant le sommeil, retombe glacée sur le dormeur. Lorsque le vent souffle, l'impression que la peau a découvert en ressent, avant de s'être endurcie à ses rigueurs si excessives, est tellement cuisante qu'on ne souffrirait pas davantage si elle était cinglée avec des lanières de cuir et que chaque bourrasque enlevât des lambeaux de l'épiderme. À cette souffrance succède un engourdissement des parties lésées. Elles prennent un ton bleuâtre. Le sang se retire. Elles blanchissent et demeurent gelées si l'on y porte remède. Avec l'hiver, la nuit polaire étend son voile lugubre, moins sombre toutefois que dans les climats tempérés. Les étoiles le percent de leur vif scintillement. À travers un air froid, mais d'une transparence infinie, la lune, quand elle se montre, répand ses larges nappes de clarté sur les falaises noires, sur les pics neigeux et la mer vitreuse. Sous le voile transparent de l'air, il n'y a ni chaleur ni mélange de teintes. Aucune porte d'or, aucune fenêtre éclairée ne s'ouvre à l'orient. Aucune rouge draperie ne flotte à l'ouest. Tout est plongé dans le bleu, le vert. Et à l'ombre de la nuit éternelle, la nature est nue. Elle n'a pas besoin d'ornement. La mer cristalline, l'écueil aux formes sveltes, la haute montagne au front grisonnant, le glacier séculaire se détachent cependant distincts dans cette ombre fluide, qui les enveloppe du manteau de la solitude. Ce sommeil de la nature n'est troublé par aucun bruit. Sur la mer, plus de tempêtes entrechoquant les glaçons, plus de travail retentissant dans le glacier. Partout le silence, effrayant par sa durée, a cessé, selon l'expression d'un voyageur, d'être une chose négative. Il est doué d'attributs. On l'écoute, on sent son étreinte, on est obsédé par lui. Il remplit l'esprit d'un sentiment indéfinissable de malaise et de crainte. On vit comme sous l'empire d'un cauchemar que rien ne peut dissiper. Ces mornes et sombres déserts apparaissent alors comme ces espaces incréés que Milton a placés entre l'empire de la vie et celui de la mort.
De quel nom appeler le mal qui envahit au milieu de telles impressions de voyageurs, le marin, songeant à leur pays, à la terre du soleil, aux rivages éclairés, aux campagnes vertes et fleuries? Et combien il faut que soit puissant le sentiment du devoir à accomplir, l'attrait de la lutte morale, l'amour de la science, enfin, pour soutenir sans défaillance, à de pareils moments, les hommes qui dépassent si largement la mesure du possible. Faut-il s'étonner si les animaux eux-mêmes subissent l'influence morale des nuits polaires? Des chiens que possédait le docteur Kane ne purent supporter l'absence du soleil. Ils devinrent fous et moururent. Voici, à ce propos, une curieuse observation de l'effet produit, non pas par la nuit cette fois, mais par l'interminable jour de l'été, sur un coq. Un voyageur anglais, Lord Dufferin, se rendant au Spitzberg, avait emporté un de ces volatiles. À mesure que le vaisseau s'avançait vers le nord et que les nuits devenaient plus courtes, le coq se montrait de plus en plus déconcerté. Il ne dormait pas 5 minutes sans s'éveiller dans un état d'agitation nerveuse, comme s'il eût craint de laisser passer le point du jour et l'heure de son chant. Quand la nuit eut enfin complètement cessé de se produire, la constitution du pauvre animal fut ébranlée sans retour. Il fit entendre une ou deux fois une voix insolite et tomba dans un étrange malaise. Enfin, en proie au délire, il se mit à coqueter tout bas, comme s'il rêvait de grasses basses-cours, puis il s'élança tout à coup par-dessus le bord et trouva la mort dans les flots. Mais au plus profond de la nuit polaire, de dessous un nuage sombre jaillit soudain un éclair prolongé, précurseur de l'aurore boréale, qui fait, chaque nuit, une apparition éblouissante ou à peine marquée. Bientôt après, un arc lumineux se dessine vers le nord. De son foyer argenté ou rouge s'échappent des rayons, dont la lumière va croissant. Un arc flamboyant, un éventail splendide, remplit le ciel de feu. Au zénith, qui semble foyer commun, se développe une éclatante couronne qui à son tour projette des rayons lumineux, tandis que parfois la lune apparaît, entourée d'une brillante auréole. Alors la voûte céleste est semblable à une coupole ardente.
De même que dans une vaste conflagration, avivée par des éléments renouvelés, ou comme dans une éruption volcanique, c'est une succession continuelle de jaillissements nouveaux. On croirait en cette phase voir une mer de feu, et les ondes lumineuses paraissent être le jouet des vents. Puis, après toutes sortes de jeux de lumière ou figures, tour à tour ou se combinant ensemble, les nuances du prisme, s'affaiblissent les lueurs de l'incendie. Les fusées du bouquet de cet immense feu d'artifice vont s'éteignant dans les transparences douces d'une aube matinale. Les étoiles pâlissent, ces constellations qui décrivent, sans jamais se reposer, un cercle régulier autour de l'étoile polaire, disparaissent un instant. D'autres fois, l'aurore boréale se présente avec l'apparence d'amples draperies dorées, qui ondulent et se replient sur elles-mêmes, comme agitées par le vent. Tel est le phénomène éblouissant et sublime dû aux radiations électriques des pôles de la Terre, aimant puissant dont le pôle boréal est au nord de l'Amérique septentrionale et le pôle austral à l'extrémité opposée de la Terre. Ce dégagement de fluide se fait non par secousses comme dans les orages de nos régions, mais il s'accomplit sans bruit avec une magnificence incomparable. Ce météore, dont la plus grande clarté n'égale jamais l'éclat de la pleine lune, n'a qu'une courte durée, et tout rentre dans les ténèbres. Voici comment le célèbre explorateur Weyprecht, le compagnon de Jules Payer, note les phases principales de ce merveilleux phénomène. Au sud, à l'horizon lointain, se dresse un arc de lumière pâle. On dirait la limite supérieure d'un segment circulaire terne et mat. Tel du moins il paraît à nos yeux derrière le scintillement inaltéré des étoiles. Illusion née du contraste. Lentement, l'arc augmente d'intensité et s'élève vers le zénith. Il est complètement régulier. Ses deux extrémités touchent presque l'horizon et s'avancent vers l'est et vers l'ouest, d'autant plus qu'il s'élève. On ne distingue pas de rayons. L'ensemble est formé d'une matière lumineuse assez uniforme, de couleur tendre, magnifique. C'est un blanc transparent, à ton verdâtre léger, qui ne sont pas sans analogie avec le vert blanchâtre de la jeune plante germant à l'abri des rayons solaires. La lumière de la lune paraît jaune, auprès de cette couleur pâle, douce à l'œil, qui ne saurait être décrite par des mots. La nature semble l'avoir réservée, comme dédommagement, aux régions polaires si éprouvées par la création. L'arc est large 3 fois peut-être autant que l'arc-en-ciel. Ses bords, beaucoup plus nettement limités, tranchent vivement sur la teinte foncée de la nuit boréale. La clarté des étoiles traverse le cintre, sans s'affaiblir.
Il s'élève de plus en plus. Un calme classique préside au phénomène. De temps en temps seulement une onde lumineuse passe lentement d'un côté à l'autre, en tournant sur elle-même. On commence à percevoir des lueurs au-dessus de l'Atlas, à distinguer quelques groupes cristallins. L'arc est encore éloigné du zénith. Voici que dans le sud, un arc se détache du segment sombre. Peu à peu, d'autres arcs se détachent également. Tous montent au zénith. Le premier l'a maintenant dépassé. Il s'abaisse lentement au nord de l'horizon et diminue d'intensité. Des arcs lumineux sont maintenant répandus sur tout le firmament. Il y en a 7 en même temps au ciel, mais leur intensité est faible. Plus ils descendent vers le nord, plus ils pâlissent. Ils finissent par disparaître complètement. Mais souvent, ils reviennent tous au zénith et s'éteignent comme ils se sont allumés. Toutefois, il est rare que les diverses phases de l'aurore boréale se succèdent avec autant de calme et de régularité. D'un côté quelconque de l'horizon est un léger banc de nuages. Ses bords supérieurs sont éclairés. Là se développe une bande lumineuse qui s'étend, augmente d'intensité et s'élève vers le zénith. La coloration est la même que pour l'arc, mais l'intensité lumineuse est plus forte. Le ruban lumineux change de place et de forme lentement, mais sans interruption. Il est large, et sa lueur verte intense se détache avec une merveilleuse beauté sur le fond sombre du ciel. Voici qu'il s'enroule sur lui-même en nombreuses volutes. Mais ces volutes ne se masquent pas les unes les autres. On reconnaît toujours celle du milieu à travers la lumière des autres. Des vagues lumineuses animées d'un mouvement oscillatoire glissent le long du ruban. Elle en parcourt toute l'étendue, tantôt de droite à gauche, tantôt de gauche à droite. Elles semblent se croiser, selon qu'elles apparaissent à la partie antérieure ou à la partie postérieure d'une volute. Le ruban, maintenant, se déroule de nouveau dans toute son étendue. Il s'est disposé en plis gracieux. Il semble presque que le vent entraîne, par un jeu mystérieux, dans les hauteurs de l'atmosphère, les larges banderoles enflammées dont le bout se perd au loin, à l'horizon. La lumière devient plus intense. Les spires lumineuses se succèdent plus rapidement. Les couleurs de l'arc-en-ciel apparaissent au bord supérieur et au bord inférieur du ruban. Le blanc tendre et brillant du milieu est bordé par deux bandes étroites, l'une rouge en bas, l'autre verte en haut. Le ruban se déchire en deux. La partie supérieure s'approche de plus en plus du zénith. Elle commence à rayonner dans la direction du point idéal voisin, vers lequel se tourne l'aiguille aimantée, abandonnée à elle-même. Ce point est presque atteint par le ruban, et maintenant commence, pour quelque temps, un magnifique rayonnement, dont le centre est le pôle magnétique.
ce qui prouve qu'il y a une relation intime entre l'ensemble du phénomène et les mystérieuses forces magnétiques de notre planète. Les courts rayons étincellent et flamboient de tous côtés autour du pôle, sur tous les bords. On voit les couleurs du prisme. Des rayons, les uns courts, les autres longs, alternent les uns avec les autres. Des vagues lumineuses se succèdent rapidement autour du centre. Ce que nous voyons est la couronne de l'aurore boréale. Elle se rencontre presque toujours quand un ruban franchit le pôle magnétique. Au bout de quelque temps, ce phénomène a cessé. Le ruban est maintenant du côté du firmament. Il descend peu à peu et pâlit. Mais il retourne au sud et le même jeu recommence, se poursuivant ainsi pendant des heures entières. L'aurore boréale change, sans interruption, de lieu, de forme et d'intensité. Souvent, elle est complètement évanouie pendant quelque temps. Puis tout à coup, elle réapparaît, sans que l'observateur puisse bien s'expliquer comment elle est venue, comment elle est partie. Elle est là. Il paraît toutefois que le calme des nuits arctiques n'agit pas de même sur tous les esprits. Dans les régions un peu moins élevées que ne le sont les estuaires qui conduisent de si près au pôle, cet extrême froid peut trouver de sincères admirateurs, même chez les Européens. Un missionnaire enthousiaste, M. Petitot, qui a évangélisé les Indiens du bassin inférieur du fleuve Mackenzie, se montrait ravi de voir les arbres des forêts éclater et se fendre sous l'action du froid. Parlant de ces terribles nuits qui glacent les plus fermes courages, le père Petitot dit « Vous les figurez-vous, s'écrie-t-il, embellis par la décoration fantastique que forme la lumière en se jouant à travers les frimas dont la végétation endormie est revêtue et que la pierre a aussi accepté? Pyramides de cristal, lustres éblouissants, suspendus sur nos têtes. Prismes, gemmes de toutes sortes brillant de mille feux, colonnes d'albâtre, stalactiques et stalagmites à l'aspect saccharin et vitreux, entremêlés de guipures et de festons, de dentelles et de découpures d'un duvet immaculé. Arcades, clochetons, pendentifs, pinacles, toute une architecture de glace et de neige, je me trompe, d'escaboucles et de pierres précieuses, que la lune caresse de ses rayons mystérieux. Quelquefois, au milieu de ces belles nuits, un éclair subit et sans détonation vous tire tout à coup de votre rêverie et vous annonce la fin d'une aurore boréale, orage magnétique dont le foyer est placé en dehors de la vue. Ou bien des grondements semblables à ceux du tonnerre vous avertissent du voisinage d'un lac dont les sources font dilater la glace. Entendez-vous cette conversation
cette note mélancolique et plaintive du sauvage? Percevez-vous ce craquement des raquettes sur la neige gelée, ce tintement de clochettes à chien, ces claquements de fouet qui se répercutent sous la voûte des bois ou rebondissent sur la surface des lacs comme des coups de feu? Vous pensez que les bruits retentissent tout près de vous? Mais attendez. Les instants et les heures se passeront avant que vous ayez vu arriver les mystérieux voyageurs dont une lieue ou deux vous séparait. Et cependant, un coup de fusil tiré à vos côtés n'a pas plus ébranlé l'atmosphère que si vous eussiez brisé une noix avec un casse-noisette. Voulez-vous en croire ce missionnaire que rien n'a rebuté dans sa noble tâche? Le froid a sa nécessité. Son utilité, ses curiosités bizarres. Ce froid intense, si sec, si pur, suspend la putréfaction, détruit les miasmes, assainit l'air et en augmente la densité. Il purifie l'eau douce, distille les eaux amères de l'océan et les rend potables. Il transforme en cristaux le lait, le vin et les liqueurs. Il vous permet de les transporter en voyage. Il remplace le sel dans les viandes, la cuisson dans les fruits, dont il fait des conserves économiques et durables. Et il rend comestible la viande et le suif cru. Il dessèche et étanche les lagunes. Il arrête le cours des maladies. Il favorise l'évaporation et la disparition des neiges et des glaces elles-mêmes, et révèle au chasseur la présence du renne en entourant celui-ci de brouillard. Mais le froid a ses bizarreries, ses curiosités dont la science fait son profit. Sous ces étreintes, la concentration de l'électricité statique dans les corps mauvais conducteurs qui l'isolent se développe au moindre frottement, par une simple pression, par un attouchement. La soie, les plumes, le duvet s'attachent à vos doigts comme s'ils étaient enduits de glu. Les copeaux de la planche que vous rabotez adhèrent à votre instrument. La feuille de papier que vous avez nettoyée avec votre gomme grattoir se précipite sur la main que vous lui présentez comme la paille sur l'ambre échauffée. Si vous faites votre toilette devant une fenêtre, une glace, votre chevelure,
au lieu de se courber sous le peigne, s'ébouriffent, se hérissent et s'agitent avec des crépitations, comme si votre tête eût été transformée, durant votre sommeil, en celle de méduse. Machine électrique vivante, vous ne pouvez vous revêtir de vos pelleteries, vous étendre dans vos robes de fourrure ou même dans une simple couverture de laine, sans faire jaillir de ces peaux, de cette laine, sous votre corps, un véritable feu d'artifice accompagné de pétillements. Et ces jeux de la nature se reproduisent chaque jour et à chaque instant. Nouvelle merveille, ce froid qui congèle les insectes, les moucherons, les thons, les cousins au point de les rendre fragiles comme du verre, qui transforme en dure pierre les grenouilles dans leurs marais et les poissons hors de l'eau, ce froid ne saurait leur donner la mort. Avec le dégel, mouches et maringouins de ressusciter, grenouilles de sauter, poissons de frétiller, mais soumettez ces êtres à la gelée une seconde fois, c'en est fait. La vie les abandonne à jamais. Le missionnaire, soutenu par un zèle admirable, a vu partout la main de la Providence, et il a applaudi. Cette grâce d'État n'est point le partage des explorateurs. Il hiverne, il ne faut pas l'oublier, beaucoup plus au nord que la région traversée par le fleuve Mackenzie. Pour eux, la nuit polaire est accablante. Elle engendre une nostalgie de la lumière, à laquelle succombent parfois les hommes les plus courageux. Aussi qu'elle ne doit pas être l'émotion des voyageurs lorsqu'ils revoient le soleil après cette longue disparition du jour, lorsque ses premiers rayons viennent blanchir les sommets les plus élevés, percer leurs voiles de brume, éclairer les hauts promontoires, les falaises abruptes, les glaciers aux mille facettes, arracher à la nuit ces derniers voiles et jeter enfin sur la terre un riche manteau scintillant et diapré. Écoutons avec quelle joie les officiers du Tegetthoff accueillirent le retour du soleil. Quel événement solennel pour le voyageur aux mers polaires que ce retour de l'astre du jour. Une onde lumineuse qui fit tressaillir l'horizon nous annonça l'instant solennel, et tout de suite après le soleil émergea, entouré d'une bande purpurine. Tout le monde gardait le silence. Quelle parole, quel cri eût pu rendre le ravissement de nos cœurs épanouis?
Comme en hésitant, l'astre s'éleva à peine à la moitié de son disque. On eût dit que ce monde désolé n'était pas digne de contempler sa face tout entière. Les colosses de glace se coloraient, comme autant de sphinx, sous cette soudaine illumination. Les rigides écueils et les hautes murailles dentelées allongèrent leurs ombres sur l'étincelant miroir de neige, et ces reflets d'un rose tendre se répandirent de toutes parts sur le froid paysage polaire. À peine le soleil renaissant eut-il, pendant quelques minutes, montré son front au-dessus de l'horizon, que son rayonnement s'éteignit de nouveau. Une morne teinte violette envahit tout, et les étoiles se remirent à briller en tremblotant au firmament assombri.